RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et quand on parle d'agriculture, c'est Jean-Marie Lette, notre invité, spécialiste de toutes ces questions, une carrière professionnelle complètement consacrée à l'agriculture et à l'économie agricole. Et ça tombe bien, Jean-Marie, parce que je voudrais qu'on reparle de l'Europe. Il faut se rappeler que l'Europe a été construite autour d'un projet agricole très fort. Avec la première politique agricole commune a été l'agriculture, la PAC, la fameuse PAC. Et aujourd'hui, on est à la veille de reposer la question d'un élargissement, encore un élargissement de l'Union européenne. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de cela dans cette émission ? Parce que c'est un sujet qui pose énormément de questions. Et avant de les aborder, peut-être serait-il bon de refaire un peu un historique de cette Europe qui a été créée par le traité de Rome en 1957. Traité de Rome 1957, à l'époque c'était l'Europe des 6, et l'Europe des 6, elle s'est agrandie régulièrement au fil du temps. Est-ce qu'on peut refaire un peu l'historique des différents élargissements ou agrandissements du périmètre européen ? Oui, bien sûr. Effectivement, l'Europe, elle s'est construite en 1957. À l'époque, on parlait de la CEE, la Communauté économique européenne, avec 6 pays fondateurs, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et puis, comme vous l'avez dit, donc on est passé de 6 pays en 1957 à 27 pays aujourd'hui, avec successivement, en fait, 7 vagues d'adhésions différentes, de nouveaux pays qui sont rentrés dans l'Union européenne. On a quand même attendu 47 ans de fonctionnement pour l'élargir. Une grande expérience, 1957 à 2004. Oui. Effectivement, en 2004, on était déjà 15 quand même en 2004. Ah, c'était déjà 15. On était déjà à 15. On est passé à 15 en quelle année ? Alors, c'était successif. Il y a eu d'abord le Royaume-Uni, ensuite il y a eu l'Espagne, le Portugal, et puis il y a eu une troisième vague encore avec la Grèce. C'était des arrivées individuelles. Et individuelles pratiquement. La grosse, on va dire... c'est 2004, la grande élargissement, puisque là on passe de 15 à 28. Voilà, c'est suite à la mort, à la disparition de l'URSS, où en fait tous les pays du bloc de l'Est sont entrés de l'Union européenne, depuis les pays baltes jusque la Bulgarie, la Roumanie. Oui, on se rappelle, 1989, la fin de l'Union soviétique, avec la chute du mur de Berlin. À ce moment-là, on retrouve les républiques indépendantes, et les républiques indépendantes reviennent vers l'Europe historique, celle de toute l'histoire, et donc se raccrochent à l'Union européenne, qui à l'époque était donc... ils étaient à l'époque combien 15 ? On est passé de 15 à 28, compte tenu du fait qu'il y avait eu des adhésions individuelles. Voilà. Et là, c'est un vrai choc, cet élargissement, parce que auparavant, on avait des pays qui se ressemblaient. L'Espagne, le Royaume-Uni, avec les 6 pays fondateurs, tout ça, ce sont des pays qui se ressemblent. Là, l'écart entre les pays fondateurs et puis ces nouveaux pays était relativement important, notamment en matière de richesse et en matière de culture. On avait des choses quand même complètement différentes avec cet élargissement. Mais il y a quand même un grand pays agricole qui est arrivé, qui est la Pologne. Tout à fait. Et effectivement, les surfaces agricoles qui sont arrivées avec les PECO sont effectivement importants, même si à l'époque, leur niveau de productivité était relativement faible. Depuis, ils ont bien progressé. Et puis voilà, le dernier élargissement, en fait, il s'est fait en 2013, maintenant, donc il y a plus de 10 ans, avec la Croatie. Alors la Croatie est un pays des Balkans, issu de l'ancienne grande Yougoslavie. Tout à fait. Et il faut mentionner aussi, bien sûr, le fameux Brexit, avec la sortie du Royaume-Uni en 2020, suite à un référendum qui a été fait. Donc depuis 2020, on est 27. Voilà, depuis 2020, on est effectivement 27.
Alors pour intégrer l'Europe, là, puisqu'on parle d'un nouvel élargissement, je suppose qu'il y a tout un processus, il y a une candidature, il y a un parcours à faire, il y a des règles à respecter. Alors quel est le processus d'adhésion ? Alors effectivement, il y a tout un parcours. Alors la première chose, comme vous l'avez dit, il faut que le pays soit candidat. Donc le pays dépose officiellement sa candidature et celle-ci doit être acceptée à l'unanimité des pays membres. Alors ça, c'est important de le dire, parce que la règle de base, quand on l'a fait, cette Europe à 6 en 1957, on a posé le principe de l'unanimité, qui n'a jamais été remis en question. Qui n'a jamais été remis en question, on en reparlera un peu tout à l'heure, c'était un atout sans doute quand on était peu nombreux, ça devient difficile quand le nombre de pays augmente. Donc une fois que le pays candidat a été accepté par l'Union européenne, eh bien, il se met en place, en fait, une zone de libre-échange entre les deux pays et une période de préadhésion pendant laquelle, en fait, le pays va devoir remplir un certain nombre, un vrai parcours, en fait. Il va devoir répondre à plusieurs conditions, dans lesquelles on a à la fois des critères politiques. Il faut des institutions stables qui garantissent la démocratie et l'état de droit. C'est pas toujours gagné selon les pays. Il y a des critères économiques également. Il faut une économie de marché viable et capable de faire face au libre marché à l'intérieur de l'UE, une fois qu'ils seront rentrés dans l'Union européenne. Et puis il y a un troisième vague de critères qui concerne les acquis de l'UE, c'est-à-dire que, et c'est pas le plus facile à atteindre pour les pays candidats, c'est-à-dire que le futur État membre doit avoir la capacité de transposer l'ensemble de la législation européenne dans son droit national. C'est-à-dire non seulement les textes futurs qui seront publiés au niveau européen, mais tous les textes antérieurs qui ont été depuis 1957. Publiés depuis 1957. C'est un travail monstrueux. Travail monstrueux. Un travail monstrueux pour les juristes, mais également pour la population, avec sa capacité d'absorber tous ces textes d'un seul coup, d'un seul. Tout à fait. Surtout que s'agissant des pays de l'ancienne Union soviétique, il y avait déjà un gap important sur le plan politique à franchir. Il fallait qu'ils apprennent la démocratie. Tout à fait. Oui. Et on s'aperçoit d'ailleurs que c'est pas tout à fait le cas. Alors, quels sont les pays qui sont actuellement candidats, puisqu'on parle d'un élargissement ? La période probatoire, il y a une durée fixée ? Non, il n'y a pas de durée fixée. C'est-à-dire que chaque année, en fait, l'Union européenne, et elle vient de le faire là cette année, chaque année, l'Union européenne fait un panorama, en fait, de où on en est sur chacun des pays. D'accord. Quelles ont été les avancées, quels sont les dossiers sur lesquels il faut encore progresser, etc. Il y a un panorama qui est fait chaque année. Et bien évidemment, cette période, elle va durer plus ou moins longtemps selon la vitesse à laquelle le pays va mettre en place les mesures. Et si on prend l'exemple de la Croatie, qui est le dernier pays entrant, eh bien cette période de préadhésion, elle a duré 8 ans. Donc 8 ans de mise à niveau en quelque sorte. Exactement. Et donc on a considéré qu'au bout de ces 8 ans, il y avait un examen de passage, et l'examen de passage permet à l'unanimité des anciens d'accepter ou de ne pas accepter le nouveau. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y en a d'autres qui frappent à la porte ? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a 8 pays qui sont candidats. Il y a tous les pays Balkans, l'Albanie, la Bosnie, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, et auxquels se sont joints plus récemment, suite aux problèmes géopolitiques, la Moldavie et l'Ukraine. D'accord. Donc ceux-là dont on parle très souvent dans l'actualité géopolitique, qui sont à la limite de la Russie, en fait, et de la zone de menace de la Russie. Tout à fait. Donc potentiellement, aujourd'hui, on a 8 pays candidats qui pourraient faire, en cas d'adhésion, passer l'Union européenne de 27 membres à 35 membres. Alors ces pays-là, ils ont déjà engagé le processus de mise à niveau ? Alors les six pays du Balkan, oui. Ils ont déjà engagé leur mise à niveau. Et bien, si on regarde le rapport qui est sorti là début novembre, on s'aperçoit que certains pays sont assez proches de la ligne d'arrivée. C'est notamment le Monténégro et l'Albanie, qui pourraient, selon l'Union européenne, rentrer dans l'Union européenne en 2027-2028. Donc, alors, on pense à l'Albanie, qui est un des pays les plus pauvres de l'Europe. Est-ce que pendant cette période d'apprentissage à l'Europe, de mise à niveau, est-ce qu'ils ont des aides ? Oui,
Oui, ils sont déjà aidés sur cette période-là. Ils ont des aides à la fois, on va dire, de conseil pour les aider mais aussi des aides financières pour des infrastructures ou d'autres choses de ce type-là. Mais peut-être que les populations qui sont notamment des populations assez pauvres comme l'Albanie rêvent de l'Europe et que ça favorise justement l'adaptation à ces nouvelles règles. On peut l'espérer. En tout cas, ça c'est effectivement un des objectifs, c'est que ces pays-là, ils voient bien comment ça s'est passé dans ce qu'on a appelé les PECO, les pays d'Europe de l'Est, qui ont augmenté très fortement leur niveau de vie. Alors, dans cette émission, on parle d'agriculture, Jean-Marie. La question qu'on se pose, si ça se fait, quelles seraient les conséquences au niveau agricole, et en particulier de la PAC ? Alors, il y a effectivement des conséquences qui peuvent être importantes pour la PAC. On va dire que dans les 8 pays qui sont candidats, l'ensemble des pays des Balkans ne posent pas de problème particulier. Parce qu'ils n'ont pas d'agriculture très performante. Ils n'ont pas une agriculture très performante. Et puis, géopolitique, sur le plan géographique, on va dire, c'est dans une continuité. Ce sont des pays qui sont entre la Grèce et la Bulgarie. Il y a une continuité géographique qui paraît cohérente. C'est homogène et en même temps, ça n'est pas des pays de gros producteurs agricoles. Voilà, même s'ils ont encore, pour certains, beaucoup de progrès à faire, notamment par rapport au problème de corruption ou d'état de droit, ça posera pas de problèmes particuliers sur le plan agricole, tout simplement parce que c'est quand même des pays. Mais il y a quand même le cas de ça c'est les Balkans, mais le cas de l'Ukraine quand même. Par contre, effectivement, là où ça pose de gros problèmes, c'est l'Ukraine, parce que là, on n'est plus du tout dans les mêmes dimensions. Il y a 2 enjeux particuliers sur la partie agricole. C'est d'abord l'enjeu des volumes. L'Ukraine, faut bien voir ça. L'Ukraine, elle représente moins de 2% du produit intérieur brut de l'Union européenne. C'est-à-dire que sur le plan, on va dire, économique et financier, c'est un petit. Mais sur le plan agricole ? Mais sur le plan agricole, c'est plus de 20% des surfaces agricoles de l'ensemble des pays européens. Et c'est un des premiers exportateurs mondiaux, notamment sur les céréales et les oléagineux. C'est-à-dire que pour un pays comme la France, qui vend beaucoup en Europe de ce type de produits, eh bien c'est effectivement un gros problème pour la France. Et ça amènerait un bouleversement en termes d'équilibre au niveau de la PAC et des budgets de la PAC. Surtout qu'en Ukraine, il n'y a pas que des petits agriculteurs. On a affaire à une véritable industrie agricole. Alors c'est l'autre problème, c'est que quand on regarde les structures agricoles ukrainiennes, c'est qu'en gros on a 20% qui sont des micro-exploitations, des exploitations de subsistance finalement, qui sont en autarcie. Mais on a 80% des surfaces qui sont détenues par des agro-holdings avec des tailles d'exploitation qui vont de 1000 à 5000, voire plus hectares. Donc, c'est, par rapport aux exploitations européennes qui sont des exploitations familiales, ça pose effectivement de gros problèmes. Alors on arrive au terme de cette émission, Jean-Marie, et c'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin parce que se posent quand même des questions. Est-ce que si on en remet 8 en plus des 27, ça fait 35 ? Est-ce qu'à 35, la règle de l'unanimité a encore quelque chose qui a du sens ? Est-ce que au moment où les frontières se dressent à nouveau, les nationalismes arrivent, où il y a un repli à l'intérieur des frontières, l'Europe est encore l'idée majeure qui mérite un élargissement ? Enfin, toutes sortes de questions qu'on ne peut pas traiter là aujourd'hui, mais sur lesquelles on reviendra. Merci beaucoup Jean-Marie, à très bientôt sur RCF. À bientôt.